Welcome, everyone. This webinar is about Inclusion Bienvenue Canada's tout le monde. Ce webinaire porte sur le nouvel énoncé de position d'Inclusion Canada sur l'accès aux soins de santé. Je m'appelle Robin Acton, je suis la présidente sortante d'Inclusion Canada. Je suis aussi un parent. Ma fille Erin a une déficience intellectuelle et mon mari a un handicap physique important. Notre famille a eu de nombreuses expériences avec le système de santé. Nous avons vu ce qu'il y a de mieux et nous avons fait l'expérience directe de la discrimination fondée sur la capacité, souvent inconsciente, qui peut littéralement menacer des vies. Je suis ravi de partager avec vous notre nouvelle prise de position. L'accès équitable aux soins de santé est possible. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points relatifs à l'administration et à l'accessibilité. L'événement d'aujourd'hui durera 1 heure, avec environ 40 minutes de présentation et 20 minutes pour les questions et réponses. Cet événement sera présenté en anglais. L'interprétation simultanée en français, l'ASL, la LSQ et le sous-titrage carte en anglais et en français sont également disponibles. Pour activer le sous-titrage en anglais ou en français, cliquez sur les liens fournis dans la boîte de dialogue. Les sous-titres apparaîtront dans une nouvelle fenêtre. La barre d'outils située en haut de la fenêtre vous permettra d'ajuster la taille, le style et la couleur des sous-titres. Vous pouvez aussi modifier la couleur de l'arrière-plan. Pour activer l'interprétation simultanée en français, allez dans la barre d'outils en bas de votre écran et cliquez sur la flèche à côté du bouton Interprétation. Un menu d'options apparaîtra. Cliquez sur Français French. Vous pourrez alors entendre l'interprète français ainsi que le son original à un niveau beaucoup plus bas. Si vous préférez supprimer le son original en anglais, cliquez à nouveau sur le bouton Interprétation et sélectionnez Couper le son original. Vous n'entendrez plus que l'interprète français. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui des interprètes en American Sign Language et en langue des signes du Québec. Les interprètes en ASL et LSQ ont été mis en évidence en spotlight. Ils seront visibles sur votre écran à tout moment. Si vous ne pouvez pas voir l'interprète, veuillez vérifier que votre fenêtre Zoom est réglée sur Vue de la galerie Gallery View. Une séance de questions-réponses aura lieu à la fin du webinaire. Vous pouvez soumettre vos questions en utilisant la fonction Q et R en bas de votre écran. Nous comprenons que la boîte de questions-réponses n'est peut-être pas un format accessible à tous. Les questions peuvent aussi être envoyées par courriel à forum@inclusioncanada.ca. En raison du grand nombre de participants au webinaire d'aujourd'hui, il ne sera pas possible de répondre à toutes les questions. Si vous avez des difficultés techniques, envoyez-nous un courriel à l'adresse forum@inclusioncanada.ca et nous ferons de notre mieux pour vous aider à les résoudre. Pour éviter les problèmes courants, assurez-vous de regarder le webinaire à partir d'un endroit avec une bonne connexion Internet et que le volume de votre ordinateur est allumé. Alors, commençons. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance de la Terre que nous appelons tous notre foyer. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits et des Premières Nations, ainsi que la terre choisie par les Métis. Notre premier intervenant aujourd'hui est Ken Pike. C'est le directeur de la politique sociale à Inclusion Nouveau-Brunswick.
Beaucoup d'entre vous connaissent les contributions professionnelles de Ken dans les domaines de la prise de décision médicale et de la promotion de soins de santé mentale inclusifs pour les personnes ayant une déficience intellectuelle au Nouveau-Brunswick. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Ken est aussi le frère d'un frère aîné atteint du syndrome de Down. Ken vous donnera un aperçu du nouvel énoncé de position d'Inclusion Canada et vous fera part de son point de vue en tant que frère. Merci, Robin. C'est un plaisir d'être ici. Bonjour à tous. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle prise de position d'Inclusion Canada par rapport à l'accès aux soins de santé. J'ai fait partie du comité qui a élaboré cet énoncé avec des auto-intervenants, des membres de famille et des universitaires qui ont tous un lien avec la déficience intellectuelle. Mon lien, c'est mon grand frère John. John était un des 7 enfants de la famille. C'était un membre à part entière de la famille et de sa communauté. Comme c'était le frère aîné, il a pris le rôle de protecteur par rapport à nos 6 sœurs. Et il faisait passer les différents petits amis de nos sœurs par un interrogatoire. Il adorait passer du temps avec des gens, écouter la musique, danser et apprécier la richesse de la vie. John a aussi connu la démence quand il avait la cinquantaine, comme beaucoup de personnes atteintes du syndrome de Down. Et bizarrement, c'est le reflet d'un certain progrès. L'accès aux soins de santé a déjà beaucoup progressé. Par le passé, beaucoup de gens ne vivaient pas assez longtemps pour connaître être atteint de démence. John a eu d'assez bonnes expériences avec le système de soins de santé. Et les membres du système de soins de santé comprenaient l'importance de John dans nos vies. Les soins de santé ont un impact important sur la vie des gens, comme on a vu pendant la pandémie de COVID-19. En fait, c'est la pandémie qui a incité Inclusion Canada à mettre plus l'accent sur la promotion d'un accès équitable aux soins de santé. Ceci étant dit, les personnes ayant une déficience intellectuelle ne sont pas malades. Elles n'ont pas de maladie et n'ont pas besoin d'être soignées. Il est important que nous continuions à nous débarrasser du modèle médical du handicap et que nous fassions la promotion des droits de la personne. Mais les personnes ayant une déficience intellectuelle sont plus susceptibles d'avoir d'autres problèmes de santé. À cause de ces conditions, les personnes ayant une déficience intellectuelle sont plus susceptibles d'avoir besoin de services de santé. Une des raisons pour lesquelles les personnes ayant des déficiences intellectuelles ont besoin de soins de santé, c'est à cause du capacitisme. Le capacitisme, c'est la croyance qu'il est normal de ne pas avoir de handicap et qu'il est préférable d'être normal. Le capacitisme, en fait, est une forme de discrimination. N'importe qui peut avoir des croyances capacitistes, y compris les professionnels de la santé. À cause du capacitisme, ils peuvent ignorer ce qu'une personne handicapée leur dit à propos de ses besoins en matière de santé. Ils peuvent blâmer le handicap d'une personne pour les symptômes qu'elle présente. Ils peuvent ne pas fournir de soins de santé parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas utiles. Les discriminations nuisent aussi à la santé des personnes, car ça les pousse à avoir besoin de soins de santé. Par exemple, le capacitisme empêche les gens d'obtenir une bonne éducation et un emploi bien rémunéré. Sans suffisamment d'argent, les gens ne peuvent pas se payer une bonne alimentation, un logement sûr, des médicaments et d'autres choses qui les maintiennent en bonne santé, comme l'exercice et la participation à la communauté. Donc, lorsqu'on a créé cette prise de position, c'était aussi important pour le réseau de familles d'Inclusion Canada de mettre en avant que les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent avoir des expériences positives avec le système de soins de santé. On a vu de nombreux exemples. Mon frère John est une personne qui a eu, dans l'ensemble, une expérience positive.
Il y a plusieurs choses qui facilitent l'accès aux soins de santé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Non seulement un fort système de soutien, avoir de l'expérience dans la défense de ses propres intérêts, avoir un processus pour prendre des décisions médicales et avoir des relations à long terme avec des médecins bien formés et ouverts d'esprit, des médecins et d'autres professionnels de la santé. On a vu certaines de ces choses fonctionner pour mon frère. En particulier, reconnaître les relations très importantes dans sa vie et avoir des bons processus de prise de décision pour ses soins de santé. Par exemple, il était important pour John d'avoir suffisamment de temps pour comprendre ce qui se passait, qu'il reçoive des renseignements qu'il pouvait comprendre. Donc, il fallait lui donner du temps pour qu'il puisse prendre ses décisions. L'énoncé de position d'Inclusion Canada sur les soins de santé explique les mesures à prendre pour améliorer l'accès aux soins de santé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Voici quelques façons de vous joindre à nous pour passer à l'action. 1. Vous pouvez aider à éliminer les obstacles en modifiant le système. Laissez les personnes avec des déficiences intellectuelles gérer leurs propres soins de santé, y compris promouvoir des plans de soins de santé adaptés à chaque personne. Ça peut s'agir de proposer des aménagements comme des rendez-vous à domicile, des rendez-vous qui durent plus longtemps et des salles d'examen adaptées aux besoins sensoriels. Aider les personnes handicapées à participer aux décisions concernant leurs soins de santé en reconnaissant la prise de décision assistée comme un moyen légal de prendre des décisions. Les personnes handicapées peuvent avoir plus de contrôle sur leurs soins de santé. On n'avait pas des prises de décision en matière de santé appuyées à l'époque de mon frère, mais on a pu l'aider de manière informelle. Avoir des relations de confiance avec ses frères et sœurs a permis à John d'avoir des gens qui le connaissaient pour l'aider à prendre des décisions. C'était très important pour lui. Une des façons dont Inclusion Canada s'efforce d'atteindre cet objectif est de promouvoir la facilité d'utilisation des renseignements sur la santé. Donna vous parlera de ce travail dans quelques minutes. Ensuite, il faut fournir un soutien pour naviguer des systèmes complexes. Euh, les systèmes de santé sont complexes et certaines personnes ont aussi des besoins complexes. Le gouvernement devrait investir dans des navigateurs pour aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à trouver et à accéder à ce dont elles ont besoin. On doit exiger du personnel de santé qu'ils suivent une formation sur le handicap, le capacitisme et les obstacles aux soins de santé et les mesures d'adaptation que les gens pourraient requérir. Cette formation devrait être conçue et animée par des personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres types de handicap, ainsi que par leur famille. On peut aussi travailler à promouvoir des soins de santé véritablement inclusifs. Ça, c'est des soins de santé auxquels tout le monde a accès partout au Canada. Éviter de séparer les personnes handicapées dans des cliniques spéciales. On fait ça en s'assurant que le système de santé a la capacité de servir tout le monde. Parfois, des agents de santé communautaire peuvent être amenés à consulter d'autres professionnels. Dans certaines situations, ils peuvent être amenés à orienter un patient vers un expert. Un réseau peut rassembler des professionnels de la santé qui ont l'expérience de l'accompagnement des personnes ayant une déficience intellectuelle dans un domaine de spécialité particulier. Nous devons aussi reconnaître que les personnes ayant une expérience vécue sont des experts de leur propre vie. Ça veut dire qu'il faut écouter les personnes handicapées. C'est elles qui connaissent le mieux leur corps. Ça veut aussi dire qu'il faut inclure les membres de la famille et les personnes de confiance. Ils jouent un rôle important dans l'accès aux services de santé et peuvent aider à la communication et à la prise de décision. Ensuite, vous pouvez travailler ensemble pour améliorer l'accès. Et ça peut requérir plusieurs choses. D'abord, investir dans la recherche. Se concentrer sur le handicap devrait faire partie d'une recherche nationale. Cette recherche devrait contribuer à l'élaboration de meilleures politiques. Et les gouvernements devraient toujours s'efforcer d'améliorer le système de santé en le testant, en l'évaluant et en l'améliorant.
on doit pouvoir vérifier la facilité d'accès aux soins de santé. Il faut prêter attention à ce qui fonctionne bien et à ce qui doit être amélioré. On doit aussi financer et mettre en œuvre une stratégie nationale de santé mentale pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont droit à un soutien en matière de santé mentale. La recherche montre que 30 à 40% des personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale auront des problèmes de santé mentale au cours de leur vie. Notre système de santé n'est pas équipé pour fournir ce genre de service. Et on voit ça très régulièrement dans notre travail ici au Nouveau-Brunswick. Pour mon frère John, c'était après la perte de notre mère, quand il est devenu dépressif, en essayant de gérer son deuil. On lui a donné des médicaments alors que du counseling aurait été une meilleure option. Ensuite, il faut aussi inclure les personnes handicapées dans les plans d'intervention d'urgence. Le gouvernement a mis en place des plans de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. On a vu l'exemple de la COVID-19. Et ça, c'était un exemple d'une véritable urgence sanitaire. Les personnes ayant une déficience intellectuelle doivent être prises en compte de manière importante dans ces plans. Ensuite, vous pouvez aider à changer les choses partout au Canada. Nous devons adopter une stratégie fédérale d'équité en matière de santé pour les personnes handicapées. L'équité en matière de santé, c'est répartir des ressources de manière à ce que les individus et les communautés aient ce dont ils ont besoin. Une stratégie fédérale devrait porter sur les points suivants: l'accès aux soins de santé, les éléments non médicaux qui influencent votre santé comme l'éducation, le travail, le revenu. C'est ce qu'on appelle parfois les déterminants sociaux de la santé. Et il faut aussi faire face au capacitisme dans le système médical. La stratégie doit impliquer un grand nombre de professionnels de la santé différents. Elle doit être conçue en collaboration avec les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. Et finalement, il faut que l'inclusion des personnes handicapées fasse partie de tous ces changements apportés aux soins de santé. C'est une question importante partout au Canada. Les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles doivent être prises en compte et incluses. Merci. Merci, Ken. Notre nouvelle prise de position est maintenant disponible sur le site web d'Inclusion Canada en anglais, en français et en langage simple. Notre prochaine intervenante est Donna Brown. Elle est première vice-présidente de Personnes d'abord du Canada et ancienne présidente de Personnes d'abord du Nouveau-Brunswick. Elle est passionnée par la création d'un monde véritablement inclusif. Donna a aussi conseillé Inclusion Canada dans notre travail de soutien et elle fait beaucoup pour aider les gens dans le domaine de la santé pour que les renseignements soient plus faciles à utiliser. Donna, la parole est à toi. Merci, Robin. Je suis prête, Monica? Très bien. Donc, Donna va faire une présentation, on va avoir une petite séance questions-réponses. Donc, Donna, première question. Ken vient de parler des choses que les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé peuvent faire pour rendre les soins de santé plus accessibles. Que penses-tu des suggestions d'Inclusion Canada? Qu'est-ce qui te semble le plus important? Je pense que des renseignements comme ceci est un bon point de départ. C'est important que les soins de santé soient accessibles. Tout le monde a le droit de recevoir des renseignements clairs par rapport à leur propre santé. J'aime l'objectif de s'assurer que les auto-intervenants sont soutenus pour prendre leurs propres décisions. C'est très important pour moi. La déclaration parle aussi du fait que les renseignements doivent être faciles à comprendre et à utiliser. Ça fait une grande différence pour les gens. C'est important pour moi. Parfait, merci Donna. Donc, tu as travaillé à titre de conseillère sur plusieurs projets d'Inclusion Canada. Le premier projet, c'était des recherches pour voir les raisons pour lesquelles les personnes ayant une déficience intellectuelle ne recevaient pas le vaccin de rappel contre la COVID-19. Qu'est-ce que tu as appris dans ce projet?
Dans ce projet, les défenseurs de l'autonomie et les membres de la famille nous ont dit qu'un des problèmes principaux était qu'ils ne comprenaient pas tous les renseignements. Les détails sur la COVID et sur le vaccin étaient difficiles à comprendre. Il y avait tellement d'informations, c'était difficile de faire le suivi de tout ce qui se passait. On a appris beaucoup de choses des gens dans ce projet. Les gens voulaient que les renseignements soient clairs et faciles à trouver. D'accord, merci Donna. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'obstacles par rapport à l'accès au système de santé dans ce projet? Un obstacle important était le choix. Dans la recherche, les défenseurs de l'économie nous ont dit que quand les gouvernements partagent des renseignements sur les soins de santé, il est très important de parler des choix. Ils ne veulent pas que les gouvernements leur disent quoi faire. Plutôt, ils veulent savoir quelles sont les différentes options pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes leurs décisions. Et ça, c'est important. Un autre obstacle, c'était la manière dont les renseignements n'étaient pas clairs pour tout le monde. Les gens ont besoin de renseignements en langage simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et ensuite, il faut que ces renseignements soient disponibles tout de suite. Il ne devrait pas y avoir de délai pour recevoir des renseignements sur la santé en langage simple. Ça, c'est important aussi. D'accord? Merci, Donna. Dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux médecins, infirmières, personnes qui travaillent dans le domaine de la politique des soins de santé? Alors, voici mon conseil. Ne choisissez pas des mots qui sont trop longs et ne rendez pas les choses compliquées. Utilisez un langage simple pour qu'on puisse tous comprendre ce que vous dites. Et même mieux, utilisez un format facile à lire, easy read. Des photos et moins de mots rendent les renseignements beaucoup plus accessibles. Écoutez aussi les défenseurs de l'autonomie et ce qu'ils disent par rapport à leur propre santé et leurs propres inquiétudes. Parfois, on dirait que les gens n'écoutent pas ce qu'on dit. Et il faut avoir de la patience pour que tout le monde ait le temps de comprendre. Les soins de santé devraient être accessibles à tous. C'est important. Merci. Merci, Donna. C'est un message très important. J'apprécie vraiment que Ken et Donna soulignent ce qui peut être fait. Dans la grande majorité de nos interactions avec le système de santé, notre famille a rencontré des professionnels de santé bien intentionnés et compatissants. Mais les bonnes intentions et la compassion n'étaient pas synonymes d'accès équitable ou d'options de traitement exemptes de discrimination fondées sur la capacité. Souvent, on a dû mettre en évidence les préjugés et les hypothèses sous-jacentes. Les soins de santé dans ce pays suscitent beaucoup d'inquiétudes de la part du public et de nombreuses discussions sur le changement. Et il faudra tous, individus, familles, alliés et professionnels de la santé, plaider en faveur d'un système qui dessert tout le monde de manière équitable. Notre prochaine intervenante est Manel Méry. Le travail de Manel est de s'assurer que les voix des personnes ayant une déficience mentale et intellectuelle et de leur famille soient entendues au niveau national et international. Manel, est-ce que tu peux allumer ton micro quand tu es prête? Oui, merci Robin. Bonjour tout le monde. Bon après-midi. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Manel Miri. Je suis gestionnaire de défense mondiale et je travaille avec Inclusion Internationale. Je suis aussi la sœur d'une personne avec une déficience intellectuelle. Et je vis en Tunisie. C'est un petit pays au nord de l'Afrique. Je suis une femme, j'ai la trentaine, les cheveux bruns, euh, avec des boucles et j'ai un poncho aujourd'hui. Diapo suivante. Donc, quelques mots par rapport à Inclusion Internationale pour ceux qui ne connaissent peut-être pas qui nous sommes. C'est un réseau international de personnes ayant des déficiences intellectuelles et de la famille. On a des membres dans plus de 100 pays et Inclusion Canada est un de ces membres. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'organisation? Parce que c'est un réseau
qui est fondée sur les membres, une des choses que l'on fait, c'est on appuie nos membres avec des projets et des programmes. On rassemble aussi nos membres à des événements, des groupes de discussion. Et un de nos rôles principaux, c'est de s'assurer que les voix des membres sont entendues sur la scène internationale, comme par exemple aux Nations Unies, où nous faisons de la défense des droits. Et ça, c'est mon rôle principal dans l'organisation. Dans le webinaire aujourd'hui, je vais parler du travail que nous faisons sur la santé, en particulier le travail que nous avons fait avec l'Organisation mondiale de la santé sur le rapport mondial sur la santé et l'équité pour les personnes handicapées. Et je peux voir que beaucoup de parties de la déclaration de position d'Inclusion Canada s'appuient là-dessus, c'est très bien. Donc, comment est-ce qu'on choisit les sujets sur lesquels l'inclusion internationale travaille? Parce que nous sommes un réseau international et qu'il y a tellement de domaines à couvrir, parce que les personnes ayant une déficience intellectuelle font partie de la communauté, tous les sujets, tous les domaines font partie du sujet que la vie de tout le monde est importante. Mais comme on est une petite équipe, il faut prioriser notre travail de défense des droits. Ces priorités sont guidées par nos membres qui choisissent les domaines qui deviennent nos priorités au cours de l'Assemblée générale annuelle. En 2018, on a eu la dernière Assemblée générale et la santé n'a pas été identifiée comme une priorité pour le réseau. Mais comme ce n'est pas une priorité conjointe pour tous les membres, c'était quand même, et c'est toujours un sujet très important dans certaines régions et dans certains pays comme en Afrique. Et je mentionnerai plus tard une partie du travail qui est fait là-bas. Et la pandémie de Covid a aussi mis en avant la faiblesse des systèmes de santé partout dans le monde et les impacts que cela a pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Je parlerai aussi brièvement de ça un peu plus tard. Est-ce qu'on peut aller à la diapo précédente? Oui, ici, merci. En plus, la santé est liée étroitement avec d'autres droits comme la capacité juridique, l'accès au renseignement et bien d'autres. Diapo suivante. Donc, pour vous donner quelques exemples du travail que nous faisons en tant qu'organisation, ou le travail que certains de nos membres font sur la santé, je vais mentionner les points suivants. En Afrique, comme je l'ai dit, la santé est un sujet prioritaire à cause des défis multiples qui existent quant à l'accès aux soins de santé primaires et au manque de services. Donc, Inclusion Afrique, un projet pluriannuel sur la santé, et beaucoup de membres font de la défense des droits dans ce domaine. On a aussi un projet sur la capacité juridique et la santé sexuelle et reproductive. Ce projet est en partenariat avec Women Enabled International et est mis en œuvre avec nos membres en Indonésie, Kenya, Espagne et États-Unis. Diapo suivante. Pendant la pandémie, le rapport mondial a demandé une intervention globale et mondiale à l'accès aux soins de santé. On a vu des systèmes où il faut aider les gens avec les personnes intellectuelles qui ont été parmi les plus impactés pendant la pandémie. Et j'en parlerai un peu plus tard tout à l'heure. Un dernier exemple du travail que nous faisons, c'est notre participation avec l'Organisation mondiale de la santé. Quand nous avons commencé à travailler sur un rapport mondial sur l'équité en matière de santé pour les personnes handicapées. On s'est joint un groupe consultatif composé de 13 représentants d'organisations internationales et d'organisations de personnes handicapées sur la scène internationale. On a aussi appuyé nos membres pour qu'ils rejoignent les consultations régionales menées par
l'OMS. Ce rapport était important parce qu'il ciblait les gouvernements partout dans le monde. Parce que ces gouvernements font partie de l'Organisation mondiale de la santé. C'est aussi un outil pour réformer les politiques en matière de santé pour ces gouvernements. C'est la raison pour laquelle c'était important pour nous, en tant qu'organisation internationale, de mettre en avant les défis précis auxquels font face les personnes ayant déficience intellectuelle quant à l'accès aux soins de santé, qu'ils puissent profiter de leurs droits en matière de santé. Donc, nous savons que les personnes ayant des déficiences intellectuelles font face à différents obstacles en termes de santé. Certains obstacles sont communs avec d'autres groupes de personnes handicapées, comme l'accessibilité aux services ou le manque d'accessibilité aux services, le coût qui peut être lié à l'accès à ces services, la disponibilité de ces services dans les régions rurales et urbaines. Mais il y a encore des problèmes qui sont particulièrement importants et spécifiques aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Diapo suivante. Donc, pendant notre travail et nos consultations avec l'Organisation mondiale de la santé, on a essayé de partager ces enjeux importants pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, tout d'abord, un droit égal à la santé, c'est lié au droit de prendre des décisions. Et Ken l'a mentionné plus tôt. Dans beaucoup de pays où les personnes ayant une déficience intellectuelle, les personnes ayant une déficience intellectuelle se voient refuser leur droit à prendre des décisions. On voit aussi des violations de leurs droits de la personne, par exemple. Ils reçoivent des interventions médicales forcées, stérilisation forcée. Ils sont détenus de manière involontaire dans les institutions, avec pour seule excuse que c'est pour recevoir des soins de santé. Ils ont d'autres traitements qui sont forcés. Ensuite, on a aussi mis en avant le problème de l'accès aux renseignements, que ce soit en utilisant des services généraux ou en cas d'urgence. Et Donna en a parlé plus tôt. Avoir des renseignements écrits dans une langue facile à comprendre, c'est vital. Les médecins et d'autres professionnels de la santé devraient utiliser un langage simple quand ils parlent à des personnes ayant une déficience intellectuelle et s'assurer que ces personnes comprennent leurs conditions de santé, en particulier avant de fournir quelque traitement que ce soit. Ça devrait peut-être nécessiter plus de temps pendant les rendez-vous médicaux pour des personnes ayant une déficience intellectuelle. Une diapo suivante. Un autre point qui a été discuté avec l'Organisation mondiale de la santé et sur lequel nous avons insisté, c'est par rapport aux droits en termes de santé sexuelle et reproductive, en particulier pour les jeunes filles et les femmes avec une déficience intellectuelle, comme je l'ai dit plus tôt. C'est un sujet très important pour beaucoup de membres dans certaines parties du monde. Les femmes ayant une déficience intellectuelle n'ont absolument aucun renseignement par rapport à la sexualité et leurs droits en termes de reproduction. Ça peut aussi être tabou dans certains contextes, qui rend les cas de violation et d'abus très élevés. Un autre point discuté, c'est par rapport aux défis auxquels font face les personnes ayant une déficience intellectuelle en cas d'urgence. Et on l'a vu récemment avec la pandémie de COVID-19. Cette pandémie a révélé à quel point les services de santé sont faibles et à quel point ils sont discriminatoires. On a vu des protocoles de triage où les personnes ayant une déficience intellectuelle étaient identifiées comme des basses priorités de soins. On a aussi vu des personnes ayant des déficiences intellectuelles qui se sont vues refuser le vaccin ou mis tout en bas de la liste. Et on a aussi vu des personnes ayant des déficiences intellectuelles se voir refuser les soins de santé complètement pendant la pandémie. Et
le taux le plus élevé de mortalité à cause de la COVID a impacté les personnes ayant une déficience intellectuelle dans beaucoup de pays, dans différentes parties du monde. Diapo suivante. Un autre élément que nous avons soulevé, c'est l'importance d'inclure les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles lorsque les politiques liées aux soins de santé sont élaborées ou réformées. Ça aussi fait partie de la déclaration d'opposition d'Inclusion Canada. Pendant les consultations, on faisait référence à nos lignes directrices, écouter et respecter. Et c'était une référence pour les gouvernements pour qu'ils suivent ces choses lorsqu'il y avait des personnes ayant des déficiences intellectuelles. Malheureusement, ces lignes directrices n'ont pas été mentionnées dans le rapport mondial. Mais il y a quand même une référence à s'assurer que les consultations soient inclusives avec des déficiences, des personnes ayant des déficiences intellectuelles et l'utilisation de lecture facile, easy read. Et finalement, notre rétroaction qui a été partagée par d'autres organisations, d'autres groupes de personnes ayant des déficiences, c'était par rapport au point de vue à utiliser dans le rapport et des manières d'encourager les gouvernements à mettre en place une équité en matière de soins de santé pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles. Ça a été soulevé, mais on devrait se concentrer sur l'approche des droits de la personne et que toutes les personnes ayant des déficiences devraient avoir droit à des soins de santé bons et de bonne qualité. C'est un droit et on ne peut pas justifier des prises de décision par rapport au coût. En d'autres termes, dire que ça pourrait coûter moins cher si tous les soins de santé étaient complètement accessibles, parce que même si ça pourrait être plus cher, et peut-être que certaines personnes auraient besoin de plus de soutien et de plus de ressources, les gouvernements devraient quand même assurer des soins de santé pour tout le monde. Diapo suivante. Je vais finir en parlant de certains renseignements par rapport à ce qui s'en vient bientôt, par rapport au rapport mondial de l'OMS sur l'équité en matière de santé. À l'heure actuelle, le rapport a été publié à la fin 2022. Ils ont passé toute l'année dernière à disséminer le rapport à différents gouvernements et États. Maintenant, l'OMS travaille sur un guide à l'action, donc supplément au rapport. Ce guide aura pour objectif d'être distribué au gouvernement, au ministère de la Santé, et devenir un guide pratique pour qu'il puisse faire avancer l'équité en matière de santé pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles. On a aussi demandé à contribuer à ce guide en donnant de la rétroaction, et l'objectif, c'est de publier ce guide d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre à des commentaires ou à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Manel. C'est très bien de voir que les priorités d'Inclusion Canada s'alignent sur le travail que fait Inclusion internationale et l'Organisation mondiale de la santé pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles partout dans le monde. C'est aussi très bien de voir qu'on a du temps pour des questions et des réponses. Je vais vous rappeler que si vous avez une question, vous pouvez l'envoyer de deux manières différentes, soit par la fonction Q&A, soit par courriel à forum@inclusioncanada.ca. Donc, que ce soit par la fonction Q&A, soit par courriel à forum@inclusioncanada.ca. Et je vais commencer par une question. Et je vais poser la première question à Donna. Donna, je sais que tu as participé à une vidéo sur l'accès au vaccin de la COVID-19 et une accessibilité facile. Est-ce que tu pourrais parler de cette expérience?
et nous dire aussi pourquoi dans la vidéo tu as posé plein de bonnes questions. Est-ce que tu penses que c'est important pour les défenseurs de l'autonomie de poser des questions sur leur santé? Donna, à toi. Merci, Robin. Pour la première question, j'ai participé à une expérience où je posais des questions à des médecins par rapport à la COVID-19 et je me suis bien amusé. En même temps, j'ai beaucoup appris de choses sur les vaccins contre la COVID. Ce que j'ai appris, c'est que le vaccin ne peut pas protéger de la COVID, mais ça vous permet de ne pas tomber gravement malade quand vous l'attrapez. Moi, j'ai attrapé la COVID une fois et j'étais très content. J'ai pas regretté de me faire vacciner parce que, comme je dis, quand vous faites vacciner, vous ne tombez pas gravement malade. Pour ceux qui ne prennent pas le vaccin, il y a une possibilité que la COVID s'attaque aux poumons. C'est 50-50, une chance sur deux. Mais oui, cette expérience était vraiment très amusante. J'ai vraiment exploré ça et je me suis régalé. Et pour la deuxième question, oui, c'est très important de poser des questions. Si on veut prendre de bonnes décisions, on doit comprendre ce qui se passe. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Il faut juste poser les questions que vous voulez savoir. Si vous n'êtes pas sûr par rapport aux questions à poser, vous pouvez parler à d'autres personnes autour de vous. Merci. Merci, Donna. C'était très utile. Maintenant, je vais poser une question à Maniel. Maniel, est-ce que tu aurais une explication sur le fait que certaines recommandations qui s'appliquent spécifiquement aux personnes ayant une déficience intellectuelle ont été rejetées du rapport par l'OMS? Je ne pense pas que beaucoup de recommandations ont été rejetées. Je dirais plutôt que la majorité de nos recommandations ont été incluses. Si vous regardez le rapport, vous pourrez voir plus de 100 références ou mentions de personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce qui veut dire qu'il y a des informations, des recommandations qui mentionnent les enjeux qui sont spécifiques aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Un que j'ai mentionné dans ma présentation, qui n'a pas été inclus, c'est la référence à la ligne directrice écouter, inclure et respecter. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été ajouté, parce que c'est une ligne directrice très particulière qui vient d'une ou deux organisations. Ils n'ont pas voulu le mentionner tel quel, mais ils ont mentionné la lecture facile, easy read, et l'importance que les enseignements soient faciles à comprendre et qu'ils soient accessibles pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. On va continuer d'essayer de les inclure dans le document suivant. C'est un document plus pratique qui s'en vient, le guide à l'action, et on verra bien. Mais je dirais que la majorité des recommandations que nous avons données ont été incluses dans le rapport. Merci beaucoup, Manel. Je vais poser une question. On va commencer par Ken et on va voir si d'autres personnes veulent y répondre. C'est comment est-ce qu'on peut avoir des soins de santé dans notre propre langue et pas seulement dans la langue que les fournisseurs de soins de santé veulent fournir? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus, Ken? En fait, cela dépend d'où vous vivez.
au niveau de l'accès à l'égalité. Ici, au Nouveau-Brunswick, les gens ont un accès égal à des services médicaux dans la langue de leur choix, anglais ou français. Et on a vraiment travaillé pour étendre l'accès à des services d'interprétation pour la communauté des sourds. Donc, ça dépend vraiment de là où vous vivez et des droits linguistiques qui existent dans vos juridictions particulières. Dans différentes parties du Canada, il y a des efforts accrus pour élargir l'accès aux services dans la langue de choix. On a beaucoup de gens qui sont nouveaux arrivants au pays et on doit trouver de meilleurs moyens pour s'assurer que les gens ont l'occasion de parler, de communiquer, s'ils ne parlent aucune des deux langues officielles. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de voir d'autres moyens de fournir de bons services d'interprétation pour les gens qui arrivent dans notre pays. Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, l'enjeu de la communication est intéressant. Certaines personnes en ont parlé pendant la présentation. Nous savons que les gens communiquent de différentes manières et souvent elles s'appuient sur l'aide des autres pour exprimer ce qu'elles désirent. Donc, ça devrait faire partie du processus de décision appuyée parce que tout le monde n'utilise pas une langue verbale pour communiquer. Et donc, il faut mieux faire pour s'assurer que les personnes puissent utiliser différents moyens de communication pour qu'ils puissent être complètement compris dans le domaine des soins de santé. Et tandis que nous nous améliorons pour la prise de décision appuyée et que nous reconnaissons le rôle des soutiens, il faut pouvoir fournir une interprétation adéquate des besoins et des décisions des gens dans le système de santé. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Ken. Je vais inviter Donna ou Ménès. Est-ce qu'il y a un commentaire que vous aimeriez faire à ce sujet? D'abord, je vais demander à Manel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ken a tout dit, en fait, oui, c'est vraiment s'assurer d'utiliser la communication la plus adaptée, celle qui fonctionne non seulement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, mais pour tout le monde. Et oui, ça peut varier, et c'est aux fournisseurs de services, aux professionnels de s'adapter pour que les soins de santé soient accessibles aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Merci Manel. Donna, est-ce que vous voulez commenter sur cette question? Sinon, vous inquiétez pas, j'en ai une autre. Vous êtes prête? Je suis prête. Donc, Donna, quelqu'un demande où est-ce que je peux avoir plus de renseignements ou de formation pour créer ou utiliser des renseignements plus faciles d'accessibilité. Est-ce que vous avez des conseils? Peut-être que vous pourriez contacter Personne d'abord du Canada ou Inclusion Canada qui pourrait vous aider, peut-être vous donner une formation en format facile à lire pour que vous puissiez mieux le comprendre. Monica, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, je pense que ce que tu as dit est très bien. Contacter des organisations. Tu parlais de projets où tu as fait des conseils. Et un des projets, c'est la communication accessible.
Et dans ce projet, il y aura des ressources que les gens pourront utiliser. Donc oui, allez sur les sites web. Ça, c'est sur les sites web des deux organisations où vous verrez les résultats de ces recommandations. Personnes d'abord du Canada et Inclusion Canada. Manel, je sais qu'Inclusion internationale a participé à l'initiative Écouter, inclure et respecter, qui a fait beaucoup de travail sur la communication inclusive. Est-ce que vous pourriez dire où les gens peuvent trouver des renseignements à ce sujet? Il y a 3 ans, je pense, Inclusion internationale a travaillé étroitement avec Down Syndrome International pour créer des lignes directrices sur la participation inclusive. Ce sont des lignes directrices pour les organisations pour s'assurer que les personnes ayant des déficiences intellectuelles sont incluses, que ce soit lors de réunions, de conférences, pour des communications, pour les renseignements, et différents moyens de communiquer pour pouvoir inclure les personnes ayant des déficiences intellectuelles. C'est un processus de 3 ans. Il y a eu des consultations avec les personnes ayant des déficiences intellectuelles de plus de 60 pays, je pense. On a eu beaucoup de membres qui ont participé à ça, d'Inclusion internationale et Down Syndrome International. Et donc, il y a eu ces principes, ces lignes directrices que vous pouvez maintenant trouver sur le site web. Elles ont été publiées. J'ai mis le lien du site web dans la boîte de discussion. À l'heure actuelle, c'est en anglais, en espagnol, et on espère avoir plus de langues sur les lignes directrices. Et ça vous donne un processus étape par étape pour s'assurer que les informations, les documents, les renseignements sont accessibles aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Et peut-être un des principes les plus importants, c'est de s'assurer que les personnes ayant une déficience intellectuelle sont là dès le tout début du processus lorsque vous élaborez des documents. C'est pas avoir le document et ensuite le traduire en easy read, lecture facile ou d'autres formats. C'est important que des gens avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles soient présents à tous les stades de développement du document. Et il faut aussi leur poser des questions, parce que easy read ne va pas fonctionner pour tout le monde. Comme on l'a mentionné, il y a différents moyens de communication. Certaines personnes préfèrent peut-être les vidéos, la communication vidéo. D'autres préfèrent peut-être des photos, des textes, des sons. Donc, il est vraiment important de consulter les personnes ayant des déficiences intellectuelles, voir ce qu'elles veulent, voir le format qu'elles préfèrent, et de là, élaborer, créer le document. Et j'ai mis un lien au site web. Merci beaucoup, Manel. Ken, je vous reviens. J'ai 2, 3 questions encore. Je sais que vous avez fait partie du comité qui a élaboré la déclaration de position pour Inclusion Canada. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience, à savoir qui a participé? Est-ce que vous avez des réflexions sur peut-être les étapes suivantes? Est-ce qu'il y aurait des partenariats avec des professionnels de la santé pour avoir des plans concrets et faire face aux enjeux soulevés? Oui, ça a été vraiment un mélange de gens qui ont participé à l'élaboration de la déclaration de position. On avait une bonne représentation des défenseurs de l'autonomie qui ont parlé des obstacles, de leur expérience lorsqu'ils ont essayé d'avoir accès à des soins de santé. On a eu des membres de famille qui ont fait la même chose, qui ont fourni des bons points de vue. Et on avait aussi une expertise universitaire, entre autres une professeure d'université qui a un handicap. Donc c'était vraiment un bon groupe de personnes
Un des membres était ancien directeur de pharmacie à un hôpital régional ici au Nouveau-Brunswick. On n'avait pas beaucoup de professionnels médicaux au sein du comité, donc je pense que c'est l'étape suivante, c'est essayer de contacter différentes organisations professionnelles. Il y a beaucoup de travail qui est fait par rapport à ces organisations de professionnels de la santé pour faire disparaître les obstacles. Donc peut-être des occasions de formation pour que les gens puissent comprendre comment ils peuvent fournir de manière efficace des services de santé à des populations diverses. Et dans ce sens-ci, les personnes ayant des déficiences intellectuelles. Récemment, j'ai vu une expérience de Nouveau-Brunswick où le département des services d'urgence d'un hôpital nous a approchés pour qu'on les aide à élaborer des plans euh, pour aider les personnes ayant des déficiences intellectuelles quand ces dernières arrivent aux urgences. Parce qu'aux urgences, c'est souvent beaucoup de bruit, de chaos. Et ça, c'est très problématique pour certaines personnes. Dans ce contexte-ci, c'était les personnes autistes. Donc, on doit dire aux différentes organisations de professionnels de la santé qui peuvent nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble pour arriver à trouver des idées, des solutions pour bâtir la capacité auprès des professionnels de la santé. Je pense que c'est l'étape suivante la plus logique. On a la déclaration de position et ça, maintenant, ça va nous servir de tremplin pour communiquer avec différentes organisations professionnelles partout au pays. Merci beaucoup, Ken. Je suis un petit peu déçu on va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions dans les questions-réponses. Mais avant de terminer, je vais demander à chaque présentateur s'il y avait une chose que ceux d'entre nous qui participent à ce webinaire aujourd'hui pourrions faire pour améliorer l'accès aux soins de santé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Qu'est-ce que ce serait? C'était la question, vous avez 30 secondes pour répondre. Donc, je vous laisse un moment pour y réfléchir. Il y a une question dans les questions-réponses. Dans notre position, on fait référence à l'aide médicale à mourir, mais on a aussi une autre déclaration directement liée à l'aide médicale à mourir, donc je vous encourage à aller sur notre site web. Mais oui, nous reconnaissons que cela a un impact sur les soins de santé, mais ça, c'est un sujet complètement différent. Donc, je vais revenir à nos présentateurs et leur demander une réponse rapide. Est-ce que vous pourriez dire une chose qui pourrait aider les gens qui sont ici aujourd'hui à améliorer euh, l'accès aux soins de santé? Donna. Merci, Robin. Une chose, ce serait avoir des renseignements clairs et s'assurer qu'ils sont en langage simple. Très bien, merci beaucoup, Donna. Manel, pour moi, je vous encouragerais à participer aux consultations, contribuer aux consultations avec les gouvernements pour que vous puissiez faire part de vos besoins, de ce que vous voulez et des changements que vous voulez qu'ils apportent. Merci beaucoup, Manel. Ken, les derniers mots sont pour vous. Je dirais qu'il faut vraiment se concentrer sur les initiatives de soins de santé préventifs. Comment est-ce qu'on aide les gens à ne pas tomber malades? Et comment on utilise notre système de soins de santé pour fournir un meilleur accès aux soins préventifs? Des rendez-vous annuels, prises de sang annuelles, tout ça qui sont très importants dans le contexte des soins de santé.
Je pense qu'on laisse les gens attendre beaucoup trop longtemps. Et à cause de ça, ils font face à des problèmes de santé beaucoup plus graves. Il faudrait que le système soit beaucoup plus proactif à ce sujet. D'accord. Merci, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux présentateurs, Donna, Ken et Manel. Et un rappel à tout le monde, remplissez le formulaire de rétroaction pour améliorer les webinaires futurs. Le lien est dans la boîte de discussion et ça vous sera envoyé par courriel aussi. Merci beaucoup tout le monde et très bonne fin de journée. Merci. Merci.